Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois sur la page Facebook de Cannes Université pour nos conférences en direct. C'est la dernière semaine de nos conférences. Elle se termine à la fin de cette semaine, mais on compte bien vous offrir l'année prochaine encore des conférences en ligne, en plus des conférences physiques qu'on organise. Et donc, je suis heureuse de retrouver pour cette dernière semaine Sarah Yalda, notre partenaire des Cannes Conférences. Sarah, cette semaine, on reçoit une personne qui va nous parler du fonctionnement de notre cerveau, Sébastien Boller. Je vous laisse donc la parole. Je laisse place à cette conversation entre vous. Et puis moi, je vous retrouve à la fin pour clôturer cette intervention de votre part. À tout à l'heure. Merci Maria, merci infiniment. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes très heureux de vous réunir autour de Sébastien Boller. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté. Bonjour. Bonjour. Cher Sébastien, vous êtes polytechnicien, docteur en neurobiologie. Après votre thèse sous la direction de Jean-Pierre Changeux à l'Institut Pasteur, vous optez pour le journalisme et aujourd'hui vous êtes le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Alors, votre dernier livre, Le Bog humain, qui est paru l'année dernière aux éditions Robert Laffont, est absolument passionnant. Il nous ouvre les yeux sur notre environnement qui se dégrade, on le sait aujourd'hui, à une vitesse vertigineuse. Alors, qu'est-ce qui pousse les hommes à détruire la planète? À la lumière des neurosciences, vous nous désignez le vrai coupable, qui est notre cerveau, ou plus précisément son fonctionnement. Alors, avant de voir pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète, dites-nous, Sébastien, quel est l'état de la planète aujourd'hui? Alors, la planète aujourd'hui, elle va pas très bien, hein. Ça, c'est ce que nous révèlent, année après année les rapports du GIEC, les rapports des instituts sur la biodiversité. On est dans ce qu'on appelle, une extinction de masse, hein, puisque le nombre d'espèces qui disparaissent, dépasse de très loin ce qui serait légitime d'attendre d'un processus naturel, hein. Les espèces s'éteignent aujourd'hui 1000 fois plus vite qu'elles ne le feraient, par la simple sélection naturelle. On estime qu'aujourd'hui, il y a environ une espèce qui disparaît de la surface de la Terre toutes les 20 minutes. Donc ça pose la question de la limite à ne pas franchir en termes d'extinction et d'érosion de la biodiversité pour ne pas s'exposer à des effondrements du vivant. Donc ça, c'est ce qui concerne la biodiversité. De ce point de vue-là, la planète a beaucoup de soucis à se faire, et nous aussi, parce qu'évidemment, nous sommes entièrement dépendants des équilibres naturels. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie doit nous alerter, hein. C'est un avertissement. On est en train de jouer avec le feu, avec les équilibres des animaux à la frontière entre les zones habitées et les zones en cours de déforestation. C'est un énorme problème. Et puis, il y a aussi les phénomènes, évidemment, de changement de composition de l'atmosphère, avec l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui résulte de notre utilisation massive des énergies fossiles depuis un siècle maintenant, et le fameux effet de serre. Donc, le réchauffement qui s'emballe, hein, puisque à chaque nouveau rapport du GIEC, on se rend compte que les prévisions étaient en deçà de la réalité. C'est quand même quelque chose qui doit nous pousser à agir très vite si on veut préserver une chance de vivre correctement pour les générations qui vont nous succéder. Aujourd'hui, par exemple, le chiffre, je crois, qui s'imprime quand on en parle entre amis ou auprès d'un public, c'est de savoir qu'à chaque journée, les calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique, et plus particulièrement l'Arctique, dans le Groenland, perdent 1 milliard de tonnes de glace à cause de la fonte des calottes glaciaires, hein. Chaque jour, voilà. Donc on n'imagine absolument pas ce que c'est. Ce sont des modifications telluriques gargantuesques. Ça dépasse absolument tout ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est une machine qui s'est emballée. Et c'est le résultat, en fait, de l'expansion technologique de l'être humain, hein. C'est l'extraction du pétrole, du charbon, qui a atteint aujourd'hui des proportions dantesques, puisque nous sommes 8 milliards à vouloir accéder à une automobile, à un smartphone, à du chauffage, à de la réfrigération. Et l'être humain, aujourd'hui, avec la démocratisation des moyens d'action sur la nature et des moyens de confort, ne se rend absolument pas compte de ce que ça donne en bilan cumulé. Voilà, c'est en train de nous échapper totalement. Donc, on a entre nous une Terre
dont on a souvent pensé qu'elle était illimitée. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est face à une donnée qui est celle de la ressource limitée. Voilà, on est dans une planète au milieu de l'espace, il n'y a pas de plan B, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on va envoyer des colonies pour aller vivre sur Mars, ce sera encore beaucoup plus difficile que de préserver notre Terre. Notre seule chance, c'est de la préserver. Et aujourd'hui, nous avons fait exactement le contraire. Il faut commencer par se confronter à ce constat, qui est très très dur à encaisser. D'ailleurs, certaines personnes développent des syndromes d'anxiété profonde en constatant en fait la difficulté de ce qui se profile à l'horizon. Vous savez, la fameuse éco-anxiété, cette peur du futur qui nous attend. Il faut évidemment arriver à réagir non pas par la pure anxiété, mais par l'action. Voilà, c'est l'enjeu. Et c'est là que notre cerveau, malheureusement, n'est pas tout à fait armé justement pour tirer les conséquences de ce constat et le transformer en action. Alors, justement, notre cerveau, comment est-il composé, Sébastien? Le cerveau humain, moi, ça me fait un petit peu bizarre d'en parler comme ça, parce que avant de me confronter au problème en fait, qui est celui de l'humanité qui détruit la branche sur laquelle elle est assise, j'étais bercé de l'idée que le cerveau humain, et c'est encore vrai d'ailleurs, est quelque chose de merveilleux. C'est fantastique un cerveau humain. C'est quelque part l'aboutissement le plus extraordinaire de l'évolution. Le cerveau humain est quelque chose qui produit de la conscience de soi, la conscience de la mort, le langage, la capacité à produire des œuvres d'art, à imaginer le futur. Et ça, c'est grâce à finalement une complexité gigantesque. On a coutume de dire que c'est l'organe le plus complexe de l'univers. Il y a 100 milliards de neurones dans un cerveau humain, à l'intérieur de votre tête. C'est 1400 grammes finalement de matière grasse, d'eau, de sels minéraux, mais qui sont organisés de telle façon que vous avez ces 100 milliards de cellules nerveuses qui sont particulières par rapport aux autres cellules de votre foie, de votre cœur. Les neurones, ce sont des cellules qui ressemblent à des fils, elles ont des prolongements, et elles se sont étirées comme ça de façon à propager de l'information électrique d'un neurone à l'autre. Et il y a environ 1 million de milliards de connexions neuronales dans votre cerveau, les fameuses synapses. Et dans son architecture d'ensemble, il est assez particulier parce qu'il a des couches, on peut le voir un petit peu comme un oignon. Vous savez, les oignons, ils ont des couches concentriques. Et les couches centrales, celles qui sont au cœur de l'oignon, enfin du cerveau, sont les plus anciennes sur l'échelle de l'évolution des êtres vivants. Ce sont celles qui sont apparues en premier lieu, il y a des millions d'années, alors que les couches les plus superficielles sont les plus récentes. Alors, l'être humain, il a beaucoup développé dans son cerveau les parties externes de son cerveau qu'on appelle le cortex. Cortex, en latin, ça veut dire l'écorce, donc c'est la partie extérieure du cerveau. Et le cortex cérébral, qui est si développé dans notre espèce, c'est lui qui nous permet d'être intelligents, de réfléchir, d'échanger avec des mots, d'imaginer des concepts, de construire des outils, des machines, de domestiquer le feu, puis l'atome, puis la roue. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, l'imagination du cortex. Et en plus, les cortex cérébraux des différents êtres humains sont capables de fonctionner en réseau, de façon à coopérer. Donc ça, c'est ce qui fait finalement notre puissance en tant qu'espèce, c'est ce qui nous a permis de nous élever en termes de domination efficace au-dessus des autres espèces vivantes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cortex cérébral d'Homo sapiens, c'est quelque chose qui s'est développé assez récemment à l'échelle de l'évolution. En gros, il y a 100 ou 150 000 ans. Donc ça paraît très long, évidemment, à l'échelle d'une existence. Mais à l'échelle de l'évolution des espèces, c'est assez peu. Parce que si on va plus profondément à l'intérieur du cerveau humain, là, on tombe sur les couches les plus profondes qui remontent encore bien plus loin. Presque à l'époque des dinosaures, un petit peu après, mais vous prenez les premiers mammifères, les premiers rongeurs qui ont peuplé la surface de la Terre, avaient déjà cette partie enfouie du cerveau, cette partie centrale, qu'on appelle à tort parfois le cerveau reptilien, mais qui s'appelle en fait le striatum. Le striatum, c'est ça qui est au cœur de notre cerveau et qu'on trouve aussi bien chez une souris que chez un chien, un macaque, un petit singe, et puis chez nous. C'est quelque chose qui s'est transmis. Et pourquoi ce striatum vient du fond des âges? C'est parce qu'en fait, lui, son rôle, c'est pas de nous faire imaginer des constructions extrêmement élaborées, des églises, des moteurs, des écrans à plasma, ou d'écrire des livres ou des symphonies, non. Le striatum, lui, il produit du désir brut. Il nous incite à agir de façon à maximiser nos chances de survie dans un milieu qui a été celui de nos ancêtres, le milieu de la savane du Paléolithique, qui est un milieu hostile, donc un milieu naturel où il est difficile de survivre. Et donc ce striatum, c'est un moteur de survie, et il nous pousse à réaliser des comportements qui ont toujours favorisé notre survie en milieu hostile. Et il nous pousse à agir de cette façon-là, en nous récompensant, en nous donnant du plaisir.
Et il nous donne ce plaisir avec une molécule qui s'appelle la dopamine, que certains connaissent peut-être, et il va nous donner cette dopamine à chaque fois qu'on va faire des comportements bien précis qui vont nous aider à survivre. Alors justement, vers quel genre de comportement le striatum nous pousse-t-il? Est-ce qu'on peut faire une catégorie de ces comportements? Tout à fait. Il y en a 5 en gros, hein. C'est pas très varié. C'est 5 grands comportements qui, depuis notre existence, il y a environ 1 million d'années dans les plaines du Paléolithique, quand nous étions encore des Homo erectus, hein, pas encore des Homo sapiens, nous ont poussé systématiquement à faire donc ces 5 grands comportements qui ont favorisé notre survie. Le premier, évidemment, c'est manger, trouver à manger. Donc, à l'époque, ça voulait dire chasser, partir à la chasse, en groupe, capturer une proie et la manger. Et là, à chaque fois que vous trouviez une proie et que vous pouviez vous en nourrir, vous aviez une décharge de dopamine dans votre striatum. C'est une façon d'avoir du plaisir qui nous incitait à recommencer. Évidemment, il faut toujours retourner chercher à manger. Il ne faut jamais que ce système tombe en panne, sinon la vie s'arrête. Donc, la première source de dopamine dans notre striatum, c'est partir à la chasse et c'est manger. La deuxième, évidemment, c'est pour survivre, pas seulement à court terme, à l'échelle de quelques semaines, mais transmettre ses gènes à ses enfants. C'est ça la survie de l'espèce aussi. Et là, notre striatum va nous donner de la dopamine cette fois quand on va se reproduire. Donc à chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec un de vos semblables ou une de vos semblables, vous avez une décharge de dopamine, une récompense qui dit voilà, c'est bien, tu as transmis tes gènes, il faut continuer. Et puis une fois que vous avez réussi à transmettre vos gènes, un troisième comportement qui favorise votre survie, c'est si vous avez réussi à trouver à manger et à vous reproduire en étant en plus le chef de votre groupe. Parce que lorsque vous étiez le chef de votre groupe, dans votre tribu, et même on le voit encore chez les macaques, hein, les petits singes, quand vous êtes le chef, vous avez accès plus facilement à de la nourriture et à des partenaires sexuels. C'est quelque chose qui se vérifie à chaque fois. Donc, arriver à grimper les échelons dans la hiérarchie sociale, c'est aussi un avantage de survie. Et en tant que tel, à chaque fois que vous arrivez à le faire, votre striatum vous récompense aussi par une décharge de dopamine. Voilà. Donc, c'est 3 choses. Manger, se reproduire et arriver à être le chef. Donc déjà, c'est très, très important. Et puis après, vous avez d'autres comportements qui favorisent aussi la survie. Et ça, par exemple, si vous arrivez à trouver à manger, à vous reproduire, à être le chef, mais en plus en minimisant vos efforts, là, vos chances de survie sont aussi augmentées. Et ça, c'est un principe qui s'appelle l'homéostasie, qui était à l'œuvre déjà chez les premiers êtres vivants, bien avant l'apparition même des premiers vertébrés. Les premières bactéries dans les océans, il y a plusieurs milliards d'années, obéissaient déjà à ce principe de base de la vie, qui est de minimiser les dépenses d'énergie et d'augmenter les entrées d'énergie. Ça, c'est la base. Hein. Donc, chez l'être humain, ça se traduit par quelque chose de simple, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à obtenir des avantages en produisant le moins d'efforts possible, là encore, votre striatum vous récompense avec de la dopamine. Concrètement, c'est très simple, on le voit tous les jours. Même quand vous êtes devant votre télé, si vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de la télécommande pour changer de canal, au lieu d'avoir à vous lever pour appuyer sur le bouton du téléviseur, eh bien, vous n'allez pas vous priver d'appuyer sur la télécommande, vous minimisez vos efforts et vous avez une décharge de dopamine dans votre striatum. Et puis le 5e grand comportement, c'est la recherche d'information. À chaque fois que vous allez arriver à capturer de l'information dans votre environnement, là encore, vous allez être récompensé par de la dopamine, par votre striatum. Et là encore, ça se comprend de la même façon si on se replace dans la peau d'un primate dans la savane. Vivre ou mourir, souvent, c'était lié à la capacité de discerner de l'information autour de vous. Et dans un milieu naturel, l'information, elle prend quelle forme? Eh ben, ça peut être une empreinte d'animal, par exemple, dans la boue. Si vous arrivez à distinguer une empreinte de prédateur d'une empreinte de gibier, c'est une question de vie ou de mort. Donc notre système nerveux s'est développé pour capter de l'information autour de nous, et à chaque fois qu'on était capable d'interpréter correctement l'information, on avait aussi une décharge de dopamine dans notre striatum parce que c'était un avantage pour la survie. Alors ça, tout ça, ces 5 grands comportements, ils nous ont aidés à survivre pendant, on va dire, 1 million d'années, sans que ça remette en question les équilibres de la vie ni l'avenir de la planète. Alors, si je comprends bien, ces 5 besoins qui se traduisent par du plaisir, qui nous ont aidés, et ces plaisirs, cette articulation, vous venez de le dire, nous a permis de survivre. Alors, où est le problème, Sébastien? Exactement, mais vous avez compris, ce système, il est extrêmement bien fait. Donc, tout ça aurait pu continuer sans aucun problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'être humain? Il s'est passé quelque chose de très, très particulier, justement, quand Homo sapiens a commencé à développer par-dessus
ce striatum, hein, le cortex cérébral qui, lui, a commencé à tout changer. Parce qu'avec l'intelligence, avec l'abstraction, avec le langage, qu'est-ce qui s'est passé? Le cortex cérébral a commencé à imaginer des inventions technologiques tout à fait nouvelles qu'aucun autre animal n'était capable de produire. Ça a commencé, par exemple, pour aller chercher de la nourriture, par l'invention des armes de jet. Vous pouvez tuer de plus loin. Et puis ensuite, à l'époque du néolithique, quand on a commencé à cultiver des céréales, à mettre des animaux dans des enclos, ça a été les débuts de l'agriculture, avec la charrue, avec la roue, avec l'élevage. Et puis avec notre cortex qui est devenu de plus en plus puissant, qui a inventé des moyens toujours plus perfectionnés d'augmenter les rendements de l'agriculture avec les engrais, puis ensuite les OGM, les pesticides. Dans le domaine de l'élevage, c'est l'élevage intensif, ce sont les fermes-usines. Et avec toujours plus de technologie, finalement, on arrive à une situation où on pousse la Terre à donner toujours plus. À qui? Eh bien, au striatum. Parce que c'est toujours lui qui, au départ, veut manger. Lui, il a fonctionné comme ça pendant des millions d'années. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'a jamais été programmé pour se limiter. Parce que dans un milieu hostile comme celui de nos ancêtres il y a 1 million d'années, si vous vous auto-limitiez, vous étiez mort. Parce que vous tombiez sur une proie, vous aviez intérêt à en dévorer le plus possible tant qu'elle n'était pas encore pourrie. Il n'y avait pas de moyen de conserver la nourriture. Et puis, il fallait se battre contre les prédateurs qui venaient vous la disputer. Donc, il fallait manger très vite, autant que possible. Donc, le striatum, lui, il a été habitué à manger autant que possible sans se limiter. Alors, quand là-dessus arrive le cortex qui lui propose des moyens de production de céréales, de viande industrielle sans limite, le striatum, lui, il ne sait toujours pas se limiter, donc il consomme tout ce qu'on lui donne. Et ça donne le drame dans lequel on est aujourd'hui, avec l'épidémie d'obésité à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, sur tous les continents, la marque de la deuxième partie du XXe siècle, c'est l'explosion de l'épidémie d'obésité. On meurt plus aujourd'hui des conséquences du surpoids et de l'obésité dans le monde que des conséquences de la faim dans le monde. Et tout ça, c'est parce qu'on est basculé d'une problématique du manque à une problématique de l'excès, parce que notre cortex super intelligent a été occupé à fournir toujours plus à manger à notre striatum ivre d'appétit, qui n'a jamais été programmé pour se limiter. Donc ça, c'est le problème pour la nourriture. Mais si vous prenez le même schéma avec notre envie de sexe, par exemple, vous vous rappelez que le striatum, lui, il a été habitué à avoir des rapports sexuels sans limite, parce que c'était le moyen de répandre ses gènes le plus possible, le mieux possible, et mieux que ses rivaux, parce que c'est ça la règle de la sélection naturelle. Vous devez faire plus de copies de votre ADN que votre rival. Donc au départ, vous aviez un striatum qui était programmé pour avoir le plus de rapports sexuels possible, et puis là-dessus arrive le cortex qui, lui, invente quoi? Il invente par exemple Internet, il invente les sites de rencontres sur Internet, il invente les sites de pornographie en ligne, et le petit striatum qui, lui, a été affamé sexuellement pendant des millions d'années, il se retrouve devant toute cette offre pléthorique de sexe en ligne. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas s'auto-limiter, donc il clique, il consomme des vidéos, et aujourd'hui, on en est arrivé à cette situation où l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques à l'année. Alors ça, on peut se dire, ok, c'est comme ça, mais c'est pas mauvais pour la planète. Mais si, parce que cette consommation de pornographie en ligne, aujourd'hui, on estime qu'elle représente à peu près 30% du trafic numérique mondial. Et le problème, c'est que le trafic du numérique mondial est aujourd'hui 1,5 fois plus puissant en émissions de gaz à effet de serre que le trafic aérien, par exemple. Ça, on ne le dit pas toujours, mais les serveurs, la consommation d'énergie fossile pour produire de l'électricité qui fait fonctionner les serveurs à l'échelle de la planète, aujourd'hui, c'est quelque chose de gigantesque. Et ça va augmenter probablement, ça va doubler d'ici 2030 et quadrupler d'ici 2040. Donc on se trouve devant simplement un appétit de consommation de ces contenus en ligne, et notamment des vidéos, et dont 30% est lié uniquement au sexe. On voit très bien que c'est un désir en fait primitif qui au départ était tourné vers la transmission de l'ADN, qui aujourd'hui se retourne contre nous et nous pousse à saturer notre atmosphère en dioxyde de carbone. Donc la nourriture, on est basculé dans l'excès, le sexe, on bascule dans la consommation en boucle et jusqu'à l'addiction sexuelle, qui aujourd'hui est quand même un tableau clinique qui est la grande donnée de ces 10 dernières années. On est basculé dans le champ de l'addiction de masse, pas pour la consommation de sexe en ligne. Et puis si vous prenez le troisième grand besoin, qui est le besoin de dominer les autres. Vous vous souvenez, le striatum, dans sa tribu d'Homo erectus, à chaque fois qu'il pouvait être le chef, il était avantagé pour survivre parce qu'il avait plus à manger et plus de partenaires sexuels. Donc à chaque fois qu'il était le chef, il avait de la dopamine. Mais aujourd'hui, vous avez des milliards de personnes qui cherchent aussi à grimper des échelons dans la hiérarchie sociale et parfois dans une hiérarchie sociale virtuelle.
Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Vous allez aujourd'hui sur des réseaux sociaux qu'on appelle des réseaux statutaires, comme Facebook, Instagram, ce sont des milliards d'utilisateurs par jour. Vous cherchez quelque part, toujours, à obtenir un peu plus de likes que le voisin. Donc, c'est le sentiment d'être coté, d'être reconnu, d'être un peu valorisé sur une échelle de comparaison permanente, comme ça, qui est une échelle virtuelle, mais qui fait qu'on clique, qu'on y retourne sans arrêt. Il y a des expériences d'imagerie cérébrale, il y a quelques années, qui ont montré que si vous mettez quelqu'un dans une IRM pour mesurer le fonctionnement de son cerveau et que vous le faites jouer à des jeux de type réseaux sociaux, Facebook, pour avoir des likes, dès qu'ils gagnent des likes, eh bien, leur striatum leur fait libérer de la dopamine. Et ils ont du plaisir. Par contre, s'ils perdent des likes, le striatum coupe le robinet à dopamine, et donc on n'a plus de dopamine, donc c'est une énorme frustration. Et donc il faut à tout prix y retourner. Donc simplement ce petit désir comme ça de rester dans la course, d'avoir un certain prestige en ligne, fait qu'on fait fonctionner ces serveurs informatiques pour pas grand-chose, pour du vent, simplement pour satisfaire notre ego, mais on est programmé pour ça depuis très très longtemps. Puis vous avez d'autres moyens de vous sentir un peu plus important que le voisin, c'est par exemple l'automobile. Aujourd'hui, depuis les années 20, les grands ressorts de la publicité pour faire vendre des automobiles, c'est toujours vous pourrez avoir mieux que le voisin. Ça a commencé avec l'argument vous avez une auto, mais est-ce que vous en avez une de plus que votre voisin? Puis après, ça a évolué. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde a une voiture, donc on va vous forcer à consommer en titillant votre envie d'être un peu mieux que votre voisin en disant bah, vous avez l'option suréquipée. Ok, vous avez un radar de recul, vous avez le Bluetooth, mais est-ce que vous avez le toit ouvrant? Il y a toujours moyen de faire miroiter l'idée que vous arriverez à rendre les autres un petit peu jaloux. Et d'ailleurs, parfois, c'est explicitement dit dans les publicités pour les automobiles. Et puis, le marché du SUV, qui est en pleine explosion. Bon, après, on pourra peut-être parler de ce que vient changer là-dedans l'épidémie de coronavirus. Mais sur les dernières années, le marché du SUV est en pleine explosion. Et là, c'est littéralement le désir d'être au-dessus des autres. Et on joue beaucoup là-dessus. Et c'est un instinct qui est profondément ancré dans notre striatum et dont on est parfois la dupe. On se fait totalement mener par le bout du nez par ce petit morceau de cerveau. Et puis, pareil pour le désir de minimiser nos efforts. Ça, évidemment, quand vous étiez un Homo erectus dans la savane, c'est très important de ne pas griller vos calories en vain, d'accord? Mais après, le cortex cérébral qui s'est développé, qui a inventé la technologie, il a inventé l'électroménager, bah, tout ce qui soulage l'effort, parfois, bah, on va pas se plaindre quand même. C'est quand même mieux d'avoir une machine à laver pour faire le linge que de devoir aller au lavoir. Mais après, c'est la domotique, c'est tout ce qui va nous soulager des petits efforts du quotidien. Ça va très très loin. Aujourd'hui, les assistants vocaux à domicile, vous savez, ces petites bornes vocales, vous n'avez même plus à vous lever de votre canapé pour commander des sushis, par exemple. Bah, voilà, vous minimisez toujours l'effort et on voit s'activer dans votre cerveau à ce moment-là ces neurones qui vous donnent de la dopamine parce que vous en faites le moins possible. Alors non seulement ça favorise les effets de la sédentarité avec l'obésité, mais en plus ça fait tourner à plein une industrie finalement de la commodité électronique du quotidien dont nous n'avons pas vraiment besoin, mais qui fait tourner l'économie. C'est une base de la croissance aussi, et on est prisonnier de tout ça. Et vous prenez enfin le besoin d'information qui a été vital pour se repérer dans un milieu hostile il y a très longtemps, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours la même chose, le développement du cortex qui crée l'information en ligne, qui nous entoure et qu'on consomme en boucle et on n'arrive pas à s'arrêter. Aujourd'hui, vous prenez les transports en commun, il y a encore quelques mois, alors de nouveau ça a changé, on va voir ce que ça a donné, mais vous avez tout le monde sur son smartphone qui fait, vous savez, défiler des menus déroulants, des chaînes d'information continues, de fils Twitter, ce qu'on appelle le verbe scroller, on a créé un mot pour ça, pour dire que vous pouvez satisfaire ce petit besoin d'information de façon totalement infinie, puisque ces menus déroulants n'ont pas de fin. Ils sont alimentés en boucle par des gens qui sont à l'autre bout de la planète, qui les nourrissent sans arrêt. Le problème, c'est qu'en fait, cette information, elle ne reste même pas dans notre cerveau, on oublie aussitôt qu'elle est passée, mais elle nous distrait parce qu'elle vient titiller ce besoin ancestral d'information et qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'arrêter. Donc là, on est pris dans cette espèce de spirale folle qui résulte, vous avez bien compris, de besoins qui n'ont pas changé depuis le paléolithique, qui sont codés par la dopamine de notre striatum. Donc la conjonction de ce striatum et du cortex super intelligent qui a produit des technologies qui malheureusement ont été utilisées uniquement pour satisfaire ce petit nain ivre de pouvoir au fond de notre cerveau. Donc c'est ça le bug humain, le sujet du livre, le sujet de cette réflexion-là, c'est qu'en fait on a un assemblage de modules cérébraux qui aujourd'hui donnent un très mauvais mélange. Mais Sébastien, rassurez-nous, est-ce qu'il est possible de se libérer de ce tyran qu'est le striatum? Est-ce qu'il y a une voie à suivre? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil? La première voie à suivre,
c'est de bien connaître cet ennemi auquel on s'attaque et qui est au fond de nous-mêmes. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut savoir notamment qu'il a une caractéristique principale, c'est qu'il en veut toujours plus. On le sait depuis qu'on a enregistré avec des électrodes l'activité électrique des neurones du striatum. C'est des techniques de pointe qui permettent de voir exactement ce qui se passe dans notre striatum quand on nous donne, par exemple, une certaine dose de likes sur Internet ou une certaine dose de sexe ou une certaine dose de nourriture. La caractéristique, c'est que si on a la même dose tous les jours pendant un certain temps, eh bien, ces neurones finissent par s'épuiser. C'est-à-dire qu'ils ne donnent plus de dopamine. Et le seul moyen pour récupérer de la dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc, vous avez là un principe de croissance biochimique qui est inscrite dans le cœur même des neurones de notre striatum et qui fait que, eh bien, on se lasse si on a tous les jours la même chose. Et on va vouloir toujours plus. C'est ça le fondement, la caractéristique centrale de l'espèce humaine, je crois, c'est le besoin de croissance. Homo sapiens a recouvert la surface de la planète parce que c'est une espèce ivre de croissance qui veut toujours plus, c'est une espèce invasive. Il faut bien voir que ce qui a fait notre succès est aujourd'hui en train de nous menacer d'effondrement parce qu'on ne peut pas croître sans arrêt. Et une fois qu'on a compris ça, il va falloir trouver des moyens intelligents de tromper notre striatum. Ok, il est câblé pour vouloir toujours plus. Mais comment on peut lui faire croire qu'il a plus de dopamine sans arrêt augmenter les doses, exploiter toujours plus le sous-sol, aller vers plus de croissance économique, vers plus de déforestation et vers plus d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a plusieurs voies pour ça. La première, c'est d'utiliser notre conscience. Parce que jusqu'à présent, la civilisation de maîtrise de la nature, la civilisation occidentale, a utilisé la force du cortex humain, du cortex cérébral, pour faire de l'intelligence pratique, des instruments, des outils, de la puissance pure. Mais le cortex cérébral est aussi capable de sécréter de la conscience. Et la conscience, c'est pas pareil que l'intelligence. Vous pouvez être d'une intelligence modeste, mais avoir un fort degré de conscience de ce que vous faites et de vos actes au jour le jour. Et à l'inverse, vous pouvez être très intelligent et avoir un degré de conscience ridicule. Vous avez des gens qui sont extrêmement performants, par exemple, pour créer des programmes informatiques d'une complexité inouïe, mais qui jamais vont forcément prendre conscience de la signification que ça a par rapport à l'environnement, par rapport à leur vie personnelle, par rapport à l'avenir de leur communauté. Non, l'intelligence et la conscience, ce sont deux choses distinctes qui sont produites par notre cortex cérébral. Et nous, les Occidentaux hyper performants, nous avons mis l'accent sur l'intelligence pure. Mais nous devons développer notre conscience. Pourquoi? Parce que la conscience peut nous donner du plaisir et de la dopamine avec peu de stimulation. L'exemple typique, c'est lorsque vous vous forcez à manger moins, mais en étant plus présent à ce que vous faites et aux saveurs de la nourriture que vous ingérez. Vous pouvez faire l'exercice, vous mangez par exemple la moitié de ce qu'il y a dans votre assiette, mais vous décidez de prendre 2 fois plus de temps et de fermer les yeux et de détailler les saveurs de ce que vous mangez. Et à ce moment-là, vous verrez que vous aurez énormément de dopamine, mais avec moins de stimulation. Donc c'est un moyen finalement de faire de la décroissance subjective. C'est très important parce que la preuve est faite que ça fonctionne. Vous avez par exemple des programmes thérapeutiques pour des personnes en surpoids qui sont pris dans la spirale de l'alimentation compulsive, qui n'arrêtent pas à s'arrêter, qui grignotent en permanence devant leur télé, devant leur smartphone, parce qu'ils ne sont pas conscients vraiment. Ils ne sont pas vraiment présents des saveurs qu'ils ingèrent. Et c'est ça le piège. Et donc, dans ces thérapies qui sont menées, par exemple, à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, c'est très simple. Vous amenez ces personnes à manger simplement un grain de raisin ou un petit chips comme ça, mais en prenant plusieurs minutes pour détailler le goût que ça a. Et en fait, un goût, c'est complexe. Et quand le cortex cérébral qu'on utilise d'habitude pour travailler de façon efficace, pour faire de la rentabilité, quand on l'utilise pour en fait détailler la finesse des saveurs qui nous entourent, et bien à ce moment-là, la dopamine explose littéralement dans notre striatum et on a énormément de plaisir avec peu de choses. Alors ça, c'est extrêmement important. On peut le faire dans plein de domaines. Ça marche très bien. Ça, c'est la voie de la modération. C'est trouver le bonheur et finalement l'épanouissement de l'hédonisme, du vrai plaisir qu'on a oublié en fait, par la lenteur et par la pleine présence à ce qu'on fait. Et il y a des études récemment qui ont montré par exemple que lorsqu'on se force à ralentir, on redécouvre des saveurs qu'on avait oubliées. Le parfum subtil d'une fleur par exemple,
Les expériences montrent que les gens qui sont habitués à aller très très vite dans leur vie de tous les jours parce qu'ils sont pressés par la rentabilité ne sentent presque plus le parfum des fleurs. C'est très très étonnant. C'est quelque chose qui peut aller très très loin. Mais on peut récupérer cette sensibilité aux choses simples justement en reprenant le temps. Voilà. Donc le temps, ça va être une donnée essentielle. C'est la denrée rare du XXIe siècle. On est pris dans une spirale d'accélération. C'est une marque cardinale de nos sociétés. Il va falloir retrouver le moyen de ralentir. Et pour ça, les épisodes comme ceux qu'on vient de vivre peuvent être riches d'enseignements. Alors, il y a une deuxième voie qui n'est pas celui de la modération et de la conscience, mais la voie de l'altruisme. Et là, je me fonde sur des données d'imagerie cérébrale qui sont toutes récentes, qui ont 2 ans, qui nous viennent de Suisse, de l'université de Zurich, et qui montrent que on peut avoir énormément de dopamine dans notre striatum, non pas lorsqu'on cherche à se gonfler d'orgueil, d'importance, ou à accumuler de la nourriture, ou de l'argent, ou du sexe, mais quand justement on renonce et qu'on partage. Et dans ces expériences d'imagerie cérébrale, on voit littéralement le striatum s'allumer chez des personnes qui choisissent de donner plutôt que de garder pour soi. Et le fait très particulier, c'est que ce sont principalement les femmes qui arrivent à activer leur striatum de cette façon-là, en partageant, en faisant preuve d'empathie et d'altruisme, alors que les hommes en majorité vont activer leur striatum en gardant par exemple de l'argent pour eux, ou de la nourriture, ou une automobile par exemple. Et lorsqu'on se penche sur les raisons profondes de cette distinction entre hommes et femmes, il apparaît que ça résulte d'un conditionnement précoce. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de sociétés de par le monde aujourd'hui le discours des parents, des enseignants, de la société, qui va valoriser les petites filles dès le berceau pratiquement, quand elles se montrent généreuses et altruistes. Et en valorisant un être humain lorsqu'il se montre altruiste, on lui donne du statut social, de l'importance et du prestige, de la reconnaissance dans son milieu. Et ça, vous vous rappelez que c'est le 3e grand stimulateur du striatum. Donc c'est très intéressant de voir que si on associe le statut social et la reconnaissance de la société à un comportement altruiste, eh bien on dirige la dopamine du striatum vers l'altruisme. Il y a une plasticité à ce niveau-là. C'est un grand levier d'action pour l'avenir. On voit déjà qu'une grande partie de l'humanité, en fait, procède déjà de cette façon. Vous avez la moitié de l'humanité qui est composée de femmes qui fonctionnent en grande partie de cette façon-là, et que si on opérait cette reconnexion cérébrale des connexions du striatum vers l'altruisme, y compris chez les hommes, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, on irait vers une société qui serait beaucoup plus dans le plaisir de partager que dans le plaisir de toujours conquérir, de toujours dominer. Donc, ça, c'est, je crois, quelque chose qu'il faut mettre en œuvre parce que c'est possible. C'est possible, mais ça dépend de la norme sociale, du discours dominant et de la façon dont le discours dominant valorise les individus. Aujourd'hui, malgré tout, dans le monde du travail, dans le monde des affaires, dans l'univers de ceux qui sont aux commandes du pouvoir, y compris pour les grandes décisions qui concernent l'environnement, on est dans un monde de concurrence et dans un monde où il s'agit de se mettre en avant et de gagner du pouvoir pour soi. Donc changer la norme et le discours dominant à ce niveau-là, ça va être un chantier collectif, un chantier qui va passer par des grands messages idéologiques, des messages peut-être de publicité, d'incitation aussi, parce qu'on appelle les nudges, parce que ça peut recabler notre cerveau. Et puis, le 3e axe, puisque Sarah, vous avez parlé de trois options, c'est le pouvoir de l'émerveillement et de la connaissance. Parce que là encore, on dispose de données de neuroimagerie qui montrent que lorsqu'on éveille la curiosité d'un être humain, et tout particulièrement des plus jeunes, vers la culture générale, vers l'étonnement pour la façon dont fonctionne le monde, pour l'effet de notre histoire passée. Quand on amène ses enfants à jouer à des jeux de type Trivial Pursuit, qu'on les amène dans des musées, eh bien, au bout de quelques dizaines de minutes, leur striatum commence à libérer de la dopamine avec une stimulation qui est celle de la curiosité pour le savoir et qui a un impact carbone nul. Donc là, il y a un gisement de dopamine gigantesque dans la connaissance et le savoir, qui sont, comme Pasteur le disait, le patrimoine de l'humanité. C'est une réserve gigantesque qu'on a et qui est complètement surexploitée. Je crois que c'est notre grande chance. L'être humain n'est pas seulement une machine à détruire la nature, c'est aussi un être de tradition, de culture, du bonheur de partager la connaissance, comme on le fait tous, ici ou ailleurs, et qui nous remplit de bien-être. Et malheureusement, on n'y pense pas assez, parce que souvent, c'est une question de temps aussi. Et bien souvent, déjà, depuis le plus jeune âge, le problème, c'est qu'un enfant, qui est-ce qui va l'amener justement dans un musée pour prendre 1 heure de sa journée pour laisser la dopamine s'écouler au compte-gouttes comme ça?
quand par ailleurs il a dans sa poche un petit appareil qui lui permet d'avoir de la dopamine en quelques secondes en appuyant sur une touche pour voir des vidéos distrayantes. Et malheureusement, le diable est dans les détails, mais ce sont ces détails-là qui vont déterminer en partie de l'avenir du monde. Sébastien, durant cette période de confinement, on a réentendu chanter les oiseaux. On l'a vu à la télévision, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se déplacer, mais l'eau de la lagune à Venise est redevenue bleu clair. On parle d'une baisse d'émissions de gaz à effet de serre. En gros, la Terre respire mieux. Est-ce que cette période de confinement aura eu une influence favorable sur le réchauffement climatique? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est une extraordinaire leçon d'humilité, je trouve. Depuis des décennies, en fait, des humains savent très bien que leur avenir est sur un siège éjectable, qu'ils sont en train de se diriger vers la destruction, et une partie des êtres humains tirent la sonnette d'alarme et font des efforts, il y a de l'activisme. Et tous ces humains, en 10 ou 20 ans, ne sont pas arrivés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Un virus de quelques milliardièmes de millimètres l'a fait. Alors nous, avec notre grand cerveau, nous sommes finalement très très peu de choses. Ça déjà, j'y réfléchis tous les jours, je pense qu'on devrait tous y réfléchir. On n'arrive pas à inverser les choses et il suffit parfois d'une microparticule virale pour nous amener à le faire. Alors oui, la nature respire mieux. Alors d'une part, il ne faut pas se leurrer, parce que oui, par exemple en Chine, au mois de février-mars, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de l'ordre de 25%, enfin c'est un truc complètement inédit. Mais il faudrait que ces émissions s'arrêtent totalement pour qu'on ait une petite chance en fait d'éviter les plus 4 degrés à l'horizon 2100, tout simplement parce que réduire les émissions, ça n'élimine pas la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il est présent, donc l'effet de serre continue. On est sur une lancée. C'est ça qui est très très dur. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de limiter les dégâts. C'est pour ça que il ne faut pas peindre l'avenir en rose, il faut accepter l'idée qu'on va vers des jours difficiles, mais qu'on peut y arriver en mobilisant d'autres ressources que simplement l'envie du confort personnel. Mais oui, la Terre respire mieux, c'est vrai, on le voit, et elle respire mieux parce que les êtres humains ont dû se faire violence. Ils ont dû se forcer à rester cloîtrés, à consommer moins, à sortir moins, à s'amuser moins, à renoncer à changer de garde-robe tous les mois. Il y a eu une espèce de sursaut auquel notre cerveau était très très peu habitué. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû vraiment, pour le coup, martyriser notre striatum. On a dû l'enfermer dans une boîte à double tour. Et c'est notre cerveau évolué, le fameux cortex, notamment le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui est le siège de la volonté, qui a dû imposer sa loi par la force de la volonté à notre striatum. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, parce que ça veut dire d'une part qu'on peut y arriver pendant un temps déterminé, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont rendus compte qu'ils étaient capables de retrouver une forme de maîtrise d'eux-mêmes, de ne pas céder à leurs impulsions à tout bout de champ. Alors pour certains, c'est très très dur, certains l'ont vécu très très mal, et puis il y a des gens qui vivent ça dans la solitude ou dans la précarité. Donc il faut savoir que tout n'est pas positif là-dedans, c'est quand même très très dur, mais pour une partie d'entre nous, c'était, je pense, la redécouverte de la capacité de se prendre en main, de se contrôler, et de se rendre compte qu'on peut se grandir quelque part dans une forme de restriction et de renoncement. Il y a quelque chose quand même qui est honorable là-dedans. Et si on voit qu'en plus ça profite à la nature, je pense que ça peut amorcer une pompe, ça peut allumer une petite lumière dans nos têtes en nous représentant bien la guerre, non pas celle de notre président, non pas du tout, qui se tient dans notre cerveau, entre notre striatum et notre cortex. C'est une guerre intérieure, et c'est celle que professaient déjà les philosophes de l'Antiquité, arriver à être maître de soi. Aujourd'hui, il faut la comprendre non pas uniquement comme une lutte à mort par la volonté pour éteindre nos désirs, parce qu'on sait que ça n'a qu'un temps, parce qu'après, on éprouve une telle frustration qu'on risque d'exploser aussi les barrières de notre désir et d'aller consommer encore davantage. Il faut voir cette guerre plutôt comme une façon de modérer nos désirs, c'est-à-dire revenir sur l'idée
qu'il faut non pas éteindre le désir, mais lui donner des dimensions humaines et retrouver le vrai plaisir par la modération. Il ne s'agit pas de dire qu'on va vivre sans dopamine et sans plaisir, c'est impossible. Mais si on veut que la planète continue de respirer, il faut prendre cet épisode comme un tremplin pour l'avenir et savoir que nous ne sommes pas seulement des êtres d'impulsion, mais aussi des êtres de réflexion et de projection dans l'avenir. Notre striatum, lui, il nous pousse vers les plaisirs instantanés. Il est incapable de voir à l'échéance de 10 ou 20 ans. Mais notre cortex cérébral, lui, il voit ce qui se passe dans 10 ou 20 ans, simplement pour l'instant, il est un peu paresseux. Il n'ose pas beaucoup imposer sa loi au striatum parce qu'il est bien content quand il peut se faire plaisir. Mais maintenant, c'est ça. C'est ça l'enjeu, c'est où est notre humanité? C'est dans la capacité de résistance. C'est dans la capacité de se faire un peu mal pour éprouver notre capacité de volonté et pour aussi ménager les générations futures. Ça va être un enjeu, évidemment, on le sait bien, mais ça se passe dans notre tête. Ça se passe entre ces deux protagonistes, il ne faut jamais l'oublier. Merci Sébastien. En tout cas, à vous écouter, moi j'étais remplie de dopamine parce que ma connaissance, j'ai l'impression qu'elle a augmenté. Merci infiniment. Juste avant de se quitter, je crois que vous publiez un livre à la rentrée. Puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ce livre, c'est justement comment trouver l'énergie pour changer de modèle de civilisation. On voit bien que ce qui s'est passé là, ce n'est qu'un signe avant-coureur, ce n'est qu'un avertissement. Moi, je le voyais depuis longtemps, beaucoup le disent, les équilibres sociaux, écologiques deviennent de plus en plus précaires. On vit dans un monde où les télécommunications et les voyages sont tellement développés, la croissance est tellement là qu'il suffit d'un grain de sable. Donc, il va falloir trouver un moyen de vivre ensemble en renonçant à un certain nombre d'éléments de ce qu'on est habitué à appeler notre confort. C'est terrible. Pour beaucoup de gens, c'est absolument inconcevable. Mais on ne va pas avoir le choix. Là, ce ne sont pas des grands arguments de dissertation abstrait. C'est réel. Si on ne va pas vers une forme de renoncement, il n'y aura plus de planète dans 50 ans. Il faut bien le comprendre. Donc, est-ce qu'on est capable de remplacer ce qui pour nous a été l'illusion du bonheur par l'abondance, de remplacer par autre chose? Et donc, je suis allé creuser encore plus loin que le striatum dans notre cerveau pour voir si nous n'avions pas un ressort, une connexion au fond de nous-mêmes qui serait capable de se nourrir d'autre chose que de pur plaisir et de pure prospérité. Alors, moi, évidemment, là, je vous ai parlé de la modération, de l'altruisme, mais il me semble que pour aller vers un changement complet de civilisation, il nous faut autre chose. Et ma grande découverte, c'est de me rendre compte que notre cerveau, au fond du fond du fond, ne désire pas forcément du plaisir, mais les enquêtes montrent qu'il désire encore plus du sens et de la signification. C'est-à-dire être persuadé que son existence rime à quelque chose, que tout ça n'est pas vain, qu'ensemble, il y a quelque chose qui nous unit et qui nous porte vers un but commun qui est quelque part qui est justifié face à des enjeux qui sont cosmiques, qui sont éthiques, qui sont moraux, qui sont ce qu'on veut, mais de l'ordre de la signification et du sens de l'existence. Et quand on va chercher dans le cerveau humain ce qui fait le cœur de notre humanité, eh bien, on tombe sur une connexion fabuleuse dans notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire et qui est un détecteur de sens. Et on a traîné ce détecteur de sens et qui nous a poussé à développer des visions cosmologiques du monde, des visions aussi sociales, morales, qui ont fait tenir les sociétés ensemble pendant très longtemps, jusqu'à l'avènement de la technologie et du dogme de la croissance aujourd'hui. Mais cette connexion du sens dans notre cerveau, elle est présente depuis l'aube des temps. On l'a beaucoup oubliée, mais elle est là, elle attend que de se réveiller. Et la question, c'est comment faire. Et là, voir comment fonctionnent ces neurones, c'est fabuleux. Ça nous montre qui nous sommes comme êtres humains bien avant le fait d'appuyer sur des boutons pour avoir tout ce qu'on veut à tout bout de champ. Non, non. Et ça c'est vraiment quelque chose de très prometteur. Et ça doit nous forcer à repenser, en fait, ce qu'on entend par le bien, le mal, le sacré, l'avenir de l'humanité, les valeurs qui nous unissent et ce qui nous nourrit dans ce qu'on a de plus beau, finalement, dans ce qu'on a de plus humain. Merci Sébastien, on a hâte de vous lire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Mariam, je vous rends la parole. Merci beaucoup Sébastien Boller. Finalement, on a parlé de cerveau, mais ça a été aussi une leçon de vie quelque part que vous nous avez donnée. J'espère qu'on aura l'occasion de développer encore ce thème peut-être l'année prochaine physiquement à Cannes. Et merci Avec beaucoup plaisir. Sarah.
avec plaisir aussi pour nous. Et merci beaucoup, Sarah, pour votre présence. Et puis nous, on se retrouve, Sarah, ce jeudi, Oui. puisque c'est cette semaine, pour la dernière semaine, on a décidé d'avoir 2 événements avec vous. Et on va accueillir ensemble Jean-Marc Dumontet, qui a plusieurs théâtres à Paris et qui est producteur de talents et d'humoriste, qui va venir nous parler de culture. En ce temps où la culture, elle est un peu mise à mal avec la situation des théâtres, des salles de spectacle, des cinémas, des tournages, enfin voilà. Écoutez, je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis là en direct. Et puis, je salue ceux qui vont nous suivre par la suite en replay. Et je vous dis donc à très bientôt, donc à jeudi. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir Sébastien Boller. Au revoir Sarah Yalda. Merci à tous. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Au revoir.